pour cette nouvelle chaîne Scran DRH, je reçois Jean-Luc Semama de Formation et Conseil, avec qui on va vous expliquer ou vous conseiller sur la mise en place et l'animation de ce tout nouveau CSE. Et la chose n'est pas aussi évidente que ça. Jean-Luc, comment peut-on conseiller au DRH de mettre en place ce nouveau CSE? On va partir du protocole préélectoral et on va aller jusqu'à la première réunion, et puis quelques conseils après pour l'animation tout au long de l'année, avec les consultations obligatoires, etc., etc. Oui, merci de m'inviter sur cette nouvelle chaîne. Le CSE, c'est le regroupement de 3 instances. DP, CE, CHSCT. Certains oublient, peut-être, et je voudrais le rappeler, que le CSE commence dès 11 salariés. Donc, même les entreprises petites sont concernées par le CSE. Pas uniquement celles qui avaient un CE. Ça peut commencer avant, puisque ça démarre avec les DP. Donc, et encore un petit rappel liminaire, si je peux me permettre, c'est que certains souhaitent, dans des PME, éviter le CSE. Ils sont presque satisfaits qu'il puisse y avoir carence au niveau des candidats. Bon, je veux juste dire simplement, de par mon expérience, à quel point il est utile d'avoir en face de soi un interlocuteur compétent, crédible, intéressé par la matière. Donc, moi, je ne pourrais que conseiller aux dirigeants des ressources humaines de bien considérer que l'humain est une vraie ressource et que donc, il faut mettre tout en œuvre pour réussir la mise en place de ces CSE. Alors, ça commence avec la négociation du protocole d'accord préélectoral. Oui. Alors là aussi, un petit rappel législatif, si je peux me permettre, c'est que les ordonnances Macron qui ont institué le CSE ont eu une approche législative basique. Beaucoup disaient qu'en France, l'entreprise avait trop de social et ça empêchait les étrangers de venir investir en France. Donc on a revu la législation et avec une application basique, mais avec la philosophie de ces textes qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de dire qu'il y a une base légale et que chaque entreprise va adapter à ses besoins, ses critères pour la création du CSE. C'est que dans le protocole préélectoral, à la limite, il peut être très rapide et très simple, en appliquant de façon basique la législation, qui prévoit un certain nombre de choses. Le déroulé, le nombre, les heures, tout est codifié. Sauf qu'il y a des cas particuliers. Une entreprise qui a plusieurs sites, une entreprise où il n'y a pas forcément des grands effectifs, une entreprise qui est avec du personnel qui est très mobile, qui n'est pas sur un siège. Bref, chaque cas est particulier. Et donc, moi, j'invite les DRH pour réussir, pour faire de cette mise en place un vrai succès, que le CSE soit un outil utile à l'entreprise, à son développement, unique au plan social, mais aussi au développement de l'entreprise, d'essayer de calibrer, de paramétrer, de négocier, de discuter, d'écouter, d'entendre les besoins, parce que je ne crois pas que c'est du temps perdu. Voilà. Et le protocole en question doit être, à mon sens, presque du sur-mesure avec l'entreprise et ses besoins. Alors, il se négocie avec les organisations syndicales, ça n'a pas changé. On peut conseiller au DRH de fouiller un peu plus et de bien envoyer à l'adresse de l'union départementale du syndicat et non pas à la confédération ou à l'union régionale qui risque de ne pas faire suivre. Oui, ça c'est un conseil pratique que je vous remercie de rappeler. Bien sûr, la première des choses, c'est sûr, c'est de contacter les réunions syndicales. Et bien sûr, si on envoie l'information au niveau national ou régional, bien sûr, c'est des pertes de temps, ça ne va pas revenir, il n'y aura pas de retour. C'est dommage. Le calibrage, c'est au niveau du département. Donc, alors, le plus, parce qu'il faut bien expliquer pourquoi il est important d'avoir les organisations syndicales autour de la table, parce que quelquefois, eux sont plus formés que les salariés à négocier ce protocole préélectoral, et on est sûr de rien oublier et de ne pas passer à travers de ce qui est du droit commun, quoi. Alors oui, là aussi, en France, les syndicats ont plus ou moins bonne presse et certains souhaitent éviter de les mettre autour de la table, ce qui me semble une erreur. D'évidence, s'il n'y a pas des candidats
qui sont issus de réseau syndical, il y aura des candidats qui auront leur bonne volonté, mais, veuillez m'excuser, leur bonne volonté, mais pas forcément la connaissance adéquate. Les élus, les candidats qui sont issus des syndicats ont été formés généralement, ont été au moins informés de ce qu'il faut savoir. Et n'oublions pas que pour le commun des mortels, le fonctionnement juridique et social des CSE n'est pas aussi évident. Alors, c'est pour ça qu'on va faire cette émission à l'attention des DRH, c'est que on pourrait penser que c'est juste un nouveau nom pour le CE avec les instances regroupées, mais ça veut dire que dans tout le fonctionnement, il y a des choses qui vont changer. Donc là, on a négocié le protocole électoral, on passe au vote, donc le vote peut être le vote électronique, toutes sortes de votes, qui est fixé d'ailleurs pour le protocole d'accord préélectoral, y compris pour le vote par correspondance, y compris pour les procurations, etc., etc. Donc là, on est passé au vote. Maintenant, il faut proclamer les résultats. Alors, comment on va calculer les résultats et qu'est-ce qu'on envoie à la direction du travail ? Alors oui, l'organisation du vote, c'est une phase importante. Et vous faites bien de rappeler qu'on a mis en musique, enfin en forme plutôt, et légalement, les différents modes de vote. L'idée étant que plus il y a de votants, mieux c'est. Donc tous les personnels qui sont mobiles peuvent voter de là où ils sont. Enfin bon, ça vous l'avez rappelé, vous avez très bien fait. Donc après, il y a le vote se fait. Il peut être électronique, il peut être manuel, il peut être par correspondance, bref. Il y a une séance de dépouillement des votes qui doit être publique et non pas dans un bureau fermé. Et puis après, il y a les résultats à proclamer, puisque c'est de là que l'on va décider des élus dans ce nouveau CSE et de la première réunion. Alors, parce qu'on a plein de cas de figure, on ne peut pas les regarder en 2 minutes, mais il y a des CSE qui sont tout à fait nouveaux, qui ne succèdent même pas à un CE ou même pas à des DP, parce qu'il y a des cas de figure où il n'y a personne en place. Puis il y a des cas de figure où ce sont une structure qui va prendre le pas sur une structure existante précédemment, qui peut avoir d'ailleurs un patrimoine, qui peut avoir des salariés. Donc on a plusieurs cas de figure, donc je ne voudrais pas qu'on on fasse des réponses simplistes, mais chaque cas est particulier. Mais la proclamation des résultats doit être publique. Les résultats doivent être adressés, bien sûr, aux organisations syndicales, puisqu'elles ont été consultées en amont. Alors, sauf le cas, bien sûr, où nous n'aurions pas eu de candidats issus de... Là, il faut faire un procès verbal de carence. Oui, mais il peut y avoir des candidats du deuxième tour. Du deuxième tour. Voilà. Parce que si le premier tour, on fait appel à des élus issus des syndicats, s'il n'y a pas de candidats, on peut avoir des candidats qui ne sont pas syndiqués. Deuxième tour. Voilà, deuxième tour. Alors, le CSE a été élu, on remplit son CERFA, oui, qu'on envoie à la direction du travail pour les statistiques, pour la représentativité, etc., etc. Et puis on fait la première réunion. Oui. Alors, que se passe-t-il ? Parce que cette première réunion, elle est très importante, parce que c'est justement, on parlait de patrimoine tout à l'heure, la nouvelle instance, donc la nouvelle personne morale, prend la suite, oui, et hérite de ce qu'on appelait des comptes en banque, oui, des contrats d'assurance, de la trésorerie, du patrimoine, etc., etc. Alors nous recommandons, pour éviter ces problèmes, et les DRH doivent le savoir, pour éviter les litiges et les conflits, que je rappelle quand même que le président du CE actuellement, c'est quand même le président de l'entreprise. Donc même s'il ne gère pas le CE, il est quand même en responsabilité de présider le CE. Donc il vaut mieux que les choses soient le plus claires possible et qu'au niveau comptable, des comptes soient établis à la date des élections pour qu'il y ait un vrai transfert de patrimoine possible. Puisqu'il ne s'agit pas réellement, au plan légal, tout n'est pas très bien défini. Est-ce que c'est une fusion, absorption, création d'un nouvel être ? Juridiquement, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Et on a, si je voulais être un peu vulgaire, je dirais qu'il y a quelques trous dans la raquette. Donc on n'a pas de réponse à tout pour l'instant. Mais ce que l'on a vu au niveau des professionnels, c'est qu'il faudrait faire l'état du patrimoine, un état comptable avant, et qu'il y ait un transfert. Il n'y a pas un transfert automatique, mais parce que les contrats existent au nom du CE, il faut qu'ils soient repris par le CSE.
ils ont une durée de vie, il y a des comptes bancaires qui peut-être seront à reprendre, dont le protocole, on doit bien indiquer dans le protocole de la première réunion d'ailleurs, l'ensemble de ce qui est repris par le nouveau CE. Et très vite, moi je conseille pour éviter les litiges, à ce que l'on incite les nouveaux élus à se doter d'un règlement intérieur qui va être qui permet d'anticiper les éventuelles difficultés. Les DRH ont un rôle essentiel dans ce domaine-là. Les DRH ont un intérêt majeur, c'est que ça se passe le mieux possible et le plus clairement possible. Oui, parce qu'ils vont avoir la mission d'animer ce CSE tout au long de l'année civile avec tout un tas d'obligations et regrouper, puisqu'aujourd'hui, le DRH ne va plus avoir simplement à faire un jour au DP, un jour au CE, un jour au CHSCT, mais le même jour à un CSE qui va couvrir au moins pour les moins de 300 toutes ces fonctions-là. Donc, établir un calendrier, je crois que ça, et partager le calendrier avec l'instance, c'est peut-être le premier des conseils qu'on donnerait au DRH. Oui, le calendrier. D'abord, il y a plusieurs choses. Vous savez, les élus ont besoin, ce n'est pas nouveau, mais je le rappelle, de disposer d'informations tout au long de l'année, ce qu'on appelle la BDES, la base de données économiques et sociales, qui est un outil extrêmement important. Et d'expérience, je vois bien que ici ou là, c'est plus ou moins bien rempli. Donc c'est un point important. Je crois que dans la vie, il faut savoir choisir ses combats. Il ne faut pas qu'il y ait des combats qui ne servent à rien et des pertes de temps. Il faut se concentrer sur l'essentiel et tout ce qui est basique, comme le devoir d'information, il doit être accompli pour éviter de perdre du temps et pouvoir partager avec les élus les enjeux essentiels. N'oublions pas que les élus sont des combats de transmission avec le personnel extrêmement importantes. Donc la première réunion, on est sûr de cadrer le programme de l'année. Il y a des consultations obligatoires, des informations à fournir en amont. Il peut y avoir dans l'entreprise également des éléments exceptionnels pour lesquels aussi le CE va être consulté. Et même il faut bien comprendre également qu'on ne peut pas faire des réunions qui durent 3 jours, mais il peut y avoir des réunions qui, quelquefois, pour les grosses entreprises, dépassent une journée, parce que quand on doit aborder dans une même réunion un certain nombre de points importants qui concernent à la fois les DP, les CE, CHSCT, ça veut dire qu'il faut bâcler les choses. Et c'est pourquoi il faut peut-être conseiller au DRH de garder le cycle mensuel de réunion, parce que si on passe au bimensuel, au bimestriel, pardon, ce qui est prévu par les textes, ça peut faire des réunions hyper chargées qui vont faire perdre énormément de temps et dans la préparation et dans le déroulé de la réunion, et ça va pas être très utile, quoi. Il y a l'aspect légal. Effectivement, il y a des cas de figure où il est possible d'avoir des réunions bimestrielles, donc une fois tous les 2 mois. Moi, je crois sincèrement que la fréquence de la réunion, où on peut voir l'ensemble des points sans stress, est un facteur utile du dialogue social dans l'entreprise. Parce qu'il y a des points qui ne peuvent pas attendre forcément 2 mois. Et en plus, on pourrait les voir. Ça veut dire que les réunions vont durer 4 heures. Une réunion peut très bien durer 1 heure. Si tout est bien préparé, si l'information est communiquée avant. Moi, j'aime bien les réunions courtes, pour ma part, qui sont bien préparées. Les réunions où on s'adapte, on a un ordre du jour, mais on ne le suit pas, on n'a que des points divers à traiter, ne sont pas des bonnes réunions. Un ordre du jour doit être bien élaboré. Il y a des éléments préparatoires à communiquer, à échanger avant, pour que personne ne perde de temps. Il ne s'agit pas de faire des réunions fleuves, mais les voir tous les mois, ça me paraît une très bonne chose. Alors, comme la loi prévoit toujours que l'ordre du jour est établi conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du CSE, il faut peut-être conseiller et coacher les CSE en leur demandant peut-être d'insister auprès des élus d'avoir toujours les mêmes schémas, c'est-à-dire un point avec la CSSCT si elle y est, ou le point CCSSCT puisque le CSE en a la fonction. Ça, c'est quand même important, la santé, la sécurité dans l'entreprise, puis les points qui étaient avant du DP, et puis finir par les points qui étaient avant du CE, et d'étaler bien ça, et de cadrer tout ça dans un minimum de temps, c'est-à-dire bien préparer la réunion, et peut-être s'inquiéter de l'ordre du jour, non pas 48 heures avant, mais une semaine ou 10 jours plus tôt. Oui. Parce que ça va être chargé les emplois du temps, les ordres du jour. Vous avez raison, et vous savez bien qu'une réunion réussie, c'est une réunion bien préparée. Et que l'information préalable est essentielle. Même si tout le monde ne lit pas forcément les documents qu'ils reçoivent avant, qui sont reçus au préalable, il faut quand même les préparer. Donc, moi, je considère vraiment que l'ordre du jour est un point clé, qu'il n'est pas improvisé, que compte tenu de la masse d'informations à traiter au cours de
de ces réunions. Il y a qui recouvrent les fonctions d'épée, on l'a dit, CE, CHSCT. Bien entendu, il doit y avoir des points qui concernent ces trois catégories de questions à chaque réunion. Peut-être qu'il y aura des réunions où la question sécurité sera mineure. Puis dans une entreprise industrielle, une entreprise de service, un bureau, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes besoins. Mais souvent, on a ce problème quand même de sécurité qui est à traiter. Si c'est pas sécurité, c'est des conditions de travail. Donc il faut avoir segmenté cela. Je crois bien. On a les 3 fonctions, il faut les segmenter en 3. Mais surtout que les questions soient posées en amont et éviter des réunions où on a 45 points lors du jour. Et surtout, quel DRH n'a pas entendu un de ses élus dire on n'a pas eu les documents suffisamment tôt, on n'a pas pu les lire, et ça reporte les réponses que quelquefois on peut attendre des élus. Donc ne pas hésiter à envoyer les documents très longtemps à l'avance et s'assurer qu'ils ont bien été lus avant la réunion. Alors, s'assurer qu'ils aient été lus, ce n'est pas évident, mais s'ils sont envoyés la veille, on sait qu'ils ne seront pas lus. Plus ils sont envoyés tôt, plus on peut croire qu'ils sont lus. Au moins, il n'y aura pas d'excuses. Voilà. Mais il faut les envoyer assez tôt. Il y a quelques documents qui sont pas évidents à communiquer très tôt, mais généralement, si l'ordre du jour est arrêté au moins 8 jours avant, une semaine avant, avec les documents qui doivent être joints, envoyés aux élus, il faudrait aussi que le management, la conduite de ces réunions soit faite en considérant qu'ils ont été lus. Ce qui veut dire que si on les envoie suffisamment tôt, personne n'aura d'excuse de ne pas les avoir consultés. Et si on ne prend pas du temps en chaque réunion pour relire les documents qui sont source de perte de temps, on pourra dès le départ commencer en supposant qu'ils aient été lus, pas forcément compris. On pourra répondre à des questions complémentaires, mais au moins qu'ils aient été vus. Et s'il y a des questions, ils y soient répondus très rapidement, pour qu'aux réunions suivantes, le rythme soit toujours pris, qu'on présuppose que les documents ont été examinés. Si on voyait suffisamment tôt et suffisamment clair, n'oublions jamais également que les élus ne sont pas des techniciens du droit ou de la finance. Donc pensons toujours à donner des documents qui soient clairs, compréhensibles. Et puis si ce n'est pas clair, répondre aux questions en début de réunion pour éviter qu'après on revienne sur l'exégèse. La transparence permet d'avoir un dialogue social apaisé. Bien sûr, d'expérience aussi, nous voyons que les entreprises les plus profitables sont celles dans lesquelles le climat social est le meilleur. Alors, l'animation toute l'année, donc le calendrier à mettre en place avec les instances pour ne pas oublier les consultations obligatoires, la BDES, ça c'est le b.a.-ba. Après, on peut, puisque ces émissions sont courtes, elles sont faites pour éveiller le point sur où j'ai des carences. S'il y a des carences, on peut se tourner vers entreprise, formation et conseil, dont les coordonnées vont passer ici. Et vous avez des packs formation pour les DRH pour assurer le passage, la transition au CSE. Oui, nous assurons des formations, bien sûr, pour les DRH, pour ces passages au CSE, mais nous faisons plus aussi, nous faisons de l'accompagnement en back-office pour réparer les réunions, Enfin, nous, ce que nous souhaitons, c'est notre engagement. Nous sommes des experts de la matière, on a une expérience sur ces sujets-là. Nous souhaitons que l'entreprise vive le mieux possible et se développe. Pour cela, il faut qu'elle ait des bons résultats et un climat social apaisé et de qualité. Donc, par rapport à cet objectif que l'entreprise se développe et réussisse, il faut qu'en amont, il y ait tous les ingrédients pour réussir. Et les DRH, quelquefois, ont des doutes, ont des questions. Quelquefois, ils ont aussi, parmi les élus, des difficultés à manager certaines réunions. Donc, il y a des... c'est ça que on fait du coaching pour ça. Parce qu'on a vu plein de cas de figure, pas que dans un seul CE ou CCE aujourd'hui. Donc c'est important également de confronter ces expériences pour que les conseils servent à la réussite des entreprises et de cette vie dans l'entreprise. La vie sociale est importante dans l'entreprise. Merci Jean-Luc d'être venu faire la première réunion sur la transition vers le CSE sur cette nouvelle chaîne dédiée au DRH. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup pour votre accueil.